Chers internautateurs, chères internautatrices, non, vous n'êtes pas aux origines du rock, mais aux origines du celte, aux origines de, je vais citer un personnage de nos ancêtres les Gaulois. Bienvenue dans ce X-Rule, un X-Rule numéro 16. Qui dit X-Rule dit Monsieur Guillaume. Monsieur, c'est un monsieur dont il s'agit, Monsieur Guillaume Bouilleux, salutations à toi. Bienvenue. Ouais, bah non, justement, dis pas ça, attends. Rien, ils ont gagné. On va leur tomber dessus. Aussi. On va leur tomber dessus, c'est la révolte des Gaulois. On dit bien les Gaulois, hein, gallique, je le traduis correctement. On dit toujours les Gaulois. On dit toujours les Gaulois. Falling Sky. Nous sommes dans un X-Rule, vous pouvez vous y attendre. En plus, c'est du GMT Games, c'est une grosse boîte. Il y a du matériel à la Wargame et pourtant, tu l'as classé plutôt côté Warto. Gros Warto. Gros Warto. Gros Warto. Du gros Warto. C'est du Warto. Il y a un petit peu de jeu de plateau. Ça reste du Wargame historique. C'est du gros parce que c'est long. Une bonne grosse partie peut prendre 6-8 heures. Hein. 6-8 heures. Voilà, il l'a dit. Hein, c'est donc pour les petits joueurs. Et puis alors, je vois marqué Coin Série Volume 6. C'est de Andrew Runke et Volko Runke. C'était leur premier ou il y en a d'autres? Ils sont connus dans le milieu. Justement, on va en parler. On va parler de la série Coin. Ça, c'est Falling Sky. C'est le numéro 6 de la série. Aux origines, on redémarre en arrière. Et là, on est parti avec Andean Abyss, voilà. Le volume 1. C'est ça. Alors celui-là, moi j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'à ce qui paraît, on se fait une histoire au fur et à mesure qu'on joue. Enfin, on se recrée, on se raconte l'histoire qui se passe sur le plateau. On est sur l'insurrection en Colombie. Oui, c'est même presque la guerre civile. Hein, guerre dans les années 90. Avec les FARC, voilà, contre le gouvernement. La drogue. Les cartels de la drogue, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est pour avoir rencontré donc l'auteur Volko Runke, il était lui était passionné par ce moment d'histoire de l'Amérique du Sud, oui. qui n'a quasiment jamais été simulé. Et il a essayé de trouver un système qui soit justement un système plutôt politique pour simuler ce conflit, parce que c'est vrai que lorsqu'on est américain, on se sent beaucoup plus proche de la Colombie que lorsqu'on est européen. Et ça a été un conflit absolument dramatique. Et lui voulait trouver un système de jeu. Alors c'est quand même assez étonnant, hein, comme déjà démarche, mais il avait lu des ouvrages. Il était assez proche, en effet, d'universitaires qui l'avaient intéressé au sujet. Et il a développé pour GMT ce système qui s'appelle Coin pour Counter-Insurgency, qui est un système très novateur. Alors 2012, c'est pas très vieux, hein, mais c'est un système en effet donc plutôt de jeu de plateau qui va permettre à des factions, en l'occurrence 4, c'est la marque de fabrique de Coin c'est toujours 4 factions qui pour le jouer dans la façon la plus sous sa forme la plus optimale. Exactement. On peut jouer à moins, tu nous l'expliqueras, mais voilà. le mieux, c'est à 4. C'est à 4, et à 4, vous avez 4 factions qui ont des intérêts divergents, qui ont des forces et des faiblesses divergentes, donc c'est un jeu totalement asymétrique. D'accord. Qui va faire en sorte de mettre en compétition ces 4 factions pour atteindre un but qui est en fait un but politique. C'est la raison pour laquelle on a des petits cubes, c'est la raison pour laquelle on a souvent des cartes qui sont très générales. Ici, pas question d'hexagone, pas question de beaucoup de lancers de dés, pas de table de combat. Hein. On va voir comment ça fonctionne. Et Andean Abyss, c'est vraiment à l'origine. C'est le premier, c'est à l'origine. C'est celui qui a eu un très beau succès d'ailleurs d'édition, qui a fortement marqué l'esprit de joueurs, et pas seulement des wargamers, hein, également des joueurs de jeux de plateau qui ont trouvé justement un second souffle à ces jeux on va dire de compétition, mais il y a aussi un peu de coopération parce qu'on ne peut pas gagner tout seul, il faut s'appuyer sur certaines factions pour pouvoir justement atteindre son objectif. Après, on va sans doute un peu à un moment trahir ou alors oublier qu'on était amis. Et ce qui est intéressant, c'est que après Andean Abyss, une série de jeux donc a été développée, notamment un sur l'Afghanistan, un autre sur Cuba, justement sur le renversement de Batista dans les années 50. Ensuite,
Ensuite, on va avoir aujourd'hui un jeu sur la guerre des Gaules, c'est pour ça que nous le présentons, Falling Sky, qui plus est un très bon jeu, parce que évidemment, après, on peut avoir des affinités, puis il y a des jeux qui sont d'un niveau plus ou moins élevé. Et vous avez également un jeu, mais je pense qu'on montrera un jour une émission spécialement sur Coin, parce que ça brasse vraiment l'ensemble des conflits sur la guerre d'indépendance américaine. D'accord. Donc jeu qui a paru l'année dernière. Et le prochain sera sur, en fait, qui s'appelle Pendragon, sera sur Arthur. la période justement d'Arthur, donc lorsque les Romains quittèrent dans les années 400 la Grande-Bretagne. Donc ça permet vraiment de pouvoir toucher à beaucoup de sujets historiques. Avec le même corpus de règles. Avec exactement le même corpus de règles. Donc lorsque vous avez joué à l'un, vous pouvez facilement passer aux autres parce que vous avez compris comment, bien évidemment, comment tourne le moteur. Ouais, et puis comment jouer et comment appréhender de manière globale le système de jeu. Alors bien évidemment, ensuite, vous avez un véritable travail de développement spécifique à chaque jeu. Et ça, c'est passionnant parce que ce sont des jeux qui prennent un certain temps à être développés. Donc sur Falling Sky, ça a été le cas. Alors là, en l'occurrence, Volko, il est sympa. Il a mis dans la boucle son fils, Andrew. D'accord. Voilà, qui devait être intéressé. Hop, viens avec moi. Il a sauté dans le bateau. Ou alors Andrew a grandi et puis maintenant il peut. C'est vrai également. Et ils ont développé en effet ce système. Donc Falling Sky, aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est celui sur la guerre des Gaules. Alors les Gaules, c'est-à-dire bien évidemment la Gaule, celle que donc la France, mais la Gaule Belgique, la Gaule un petit peu aussi helvète, puisque lorsque l'on parle en fait des Celtes, ça comprend également la Grande-Bretagne qui d'ailleurs est représentée en haut du plan de jeu. En haut du plan de jeu. Je vais mettre la boîte dans voilà. le Trick Track, on va plus en avoir besoin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, vas-y. Germain, quelques ouvrages en support historique, en support en fait du propos chez vous. Donc bien évidemment l'ouvrage de référence, c'est La guerre des Gaules de César. Alors bien évidemment tout le monde sait que cet ouvrage est un ouvrage politique, mais qui est particulièrement intéressant sur la description de sa campagne, la description en effet des combats, des mœurs. Maintenant, on sait très bien que c'est largement par les vainqueurs. Oui, mais c'est largement erroné, notamment sur les relations. Il se glorifie puisque, bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, César était quand même en lutte au Sénat pour la prééminence parmi les sénateurs. Et évidemment, tout le monde était en concurrence. Mais c'est un ouvrage en effet incontournable. Bon, ceux qui l'ont pas lu peuvent s'y plonger, peuvent se délecter en effet à cette lecture. Ensuite, nous avons un autre ouvrage qui était justement sur Vercingétorix. Voilà, donc un ouvrage assez récent qui là centre plutôt le débat autour du personnage emblématique de cette révolte gauloise, donc Daniel Porte, c'est chez Livre, et ça va nous permettre en fait de voir justement un petit peu le pendant à l'histoire romaine avec cette description de notamment aussi des rapports de Vercingétorix avec les autres tribus gauloises, parce que c'était une confédération, donc il n'y avait pas d'État unifié. Donc comment réussir à monter une armée, mais comment une confédération pour lutter contre les Romains, sachant qu'il y avait déjà depuis un certain nombre d'années, enfin même de dizaines d'années même, des relations très proches et des échanges très proches avec les Romains qui s'étaient installés en Narbonnaise, c'est-à-dire aujourd'hui donc toute la partie méditerranéenne de la France. Donc ça c'est intéressant. Et puis bien évidemment le destin relativement tragique de Vercingétorix, parce que il faut pas oublier que Vercingétorix, à l'issue d'Alésia, a été emmené captif donc à Rome. Et il est resté quand même à croupir pendant quelques années dans les geôles romaines, et il a été, a priori, étranglé, donc assassiné, une fois que César n'a plus besoin de le maintenir en vie. C'est quand même pour un personnage aussi, aussi emblématique et qui a aussi pesé. Bon, c'est quand même une fin tragique et plutôt ignoble, mais il faut s'en souvenir. Et ça, c'est un ouvrage centré sur le personnage. Et puis enfin, un dernier ouvrage plutôt de stratégie militaire, celui sur les erreurs justement des Gaulois. Donc c'est chez Economica, voilà, les erreurs stratégiques. Des Gaulois face à César. Au-delà de la trahison de certains autres chefs gaulois par rapport à ils ont fait des erreurs. Oui, par rapport à leurs intérêts. Donc là, vous aurez des explications, beaucoup plus sur l'aspect beaucoup plus militaire, mais également politique. Des opérations. Donc voilà, c'était un aperçu assez rapide, sachant que volontairement, je ne rentre pas dans le débat sur Alésia parce que j'espère que bientôt nous pourrons tourner un alinéa, voire un X-Rules sur justement
D'accord. Alésia et sur ce débat qui agite encore évidemment tous les historiens, savoir la véritable localisation du site d'Alésia et dans le contexte justement de la guerre des Gaules. Donc là, on va rester concentré de façon plus globale sur le jeu. Alors dans Falling Sky, tu l'as dit tout à l'heure, on joue de façon asymétrique. Ça veut dire que chacune des forces n'est pas entre guillemets équilibrée, n'est pas aussi forte l'une que l'autre. Par contre, les objectifs de chacune est calibré, c'est-à-dire que chacun et chacune avec ses forces et ses faiblesses peut espérer la victoire, parfois avec l'aide d'un autre, parfois contre un autre, ce qui fait tout l'intérêt d'un jeu asymétrique. Pourtant, Guillaume, tu m'as dit que ça se jouait à 4, moi je vois 5 couleurs. Alors, la particularité de cet opus, c'est que il y aura un invité surprise qui correspond à une tendance historique assez lourde de l'époque. C'est que de l'autre côté du Rhin, il y avait des gens qu'on appelait les Germains, enfin on peut aussi appeler toujours les Germains d'ailleurs, qui étaient assez turbulents et qui s'invitaient régulièrement sur les plaines fertiles, ce qui s'appellera aujourd'hui la Lorraine ou alors la Belgique. C'est vrai que cette faction a été justement créée, inventée par les auteurs pour représenter une réalité historique. C'est pour ça. Mais les Germains en tant que tels dans le jeu ne sont pas des joueurs actifs. En revanche, par rapport au jeu, et je vais demander à Germain de faire tout de suite une petite incrustation, une extension du jeu qui a déjà rencontré un certain succès. De Falling Sky sera bientôt disponible. Voilà, et ça s'appelle Ariovistus. Alors oui, en énorme sur l'écran. Ariovist, en fait, vous permet justement de suppléer l'un des 4 joueurs et de le remplacer par le Germain. D'accord. Le Germain, du coup, peut devenant un joueur actif, voilà, et l'un des 4 autres joueurs disparaissant au profit donc de ça. Alors, en gros, on a le mur du Nord, les sauvages qui sont là, ils débarquent régulièrement et quand il revient, ça pète un coup. Exactement. Juste quand même, je vais te demander, que se passe-t-il si nous ne sommes pas 4 ? On joue quand même ou on joue pas ? Alors justement, pour présenter, là on vient de parler donc des Germains qui on va dire la faction non active, qui ne peut pas être jouée, sauf si vous acquérez cette extension. Donc dans ce jeu, vous avez 4 factions. Une, bien évidemment, jouée par le Romain. Le Romain, c'est César. Alors, c'est les costauds. Bon, voilà, c'est vraiment la faction qui a le plus d'avantages, notamment militaires. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Romain ne joue pas forcément contre les 3 autres factions, qui sont les factions gauloises. Et ces factions gauloises sont représentées par les Belges en jaune, donc au nord de la carte, avec leur chef emblématique de l'époque, Ambiorix, un gros guerrier qui tape fort lui également aussi. Ensuite, vous avez les Arvernes, qui sont les Verts, qui sont représentés bien évidemment par Vercingétorix, un mélange de force et de diplomatie. Et enfin, vous avez les Éduins, qui eux n'ont pas spécifiquement de chef emblématique et qui sont au centre du pays et qui vont plutôt être un mélange de commerce et de diplomatie. D'accord. C'est la faction. Au milieu, ils vont se faire taper dessus par tout le monde. Non, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est pas les plus forts militairement. Justement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Les plus forts militairement, en fait, ce sont ou ceux qui ont le plus de capacité à taper, ce sont les Belges. Ensuite, les Arvernes ont une véritable force par le nombre pour faire face aux Romains. Et la particularité justement de ce jeu, c'est que l'on peut jouer à 4, mais on peut également jouer à moins. Car vous avez un moteur qui a été créé, et ça c'est quelque chose qui est vraiment typique à la série Coin, qui vous permet, suivant en fait un modèle de jeu prédéterminé, voilà, vous allez le voir en effet sur la caméra déportée, de pouvoir jouer les non-joueurs. Donc là, les informaticiens s'en rendent compte. Voilà. En gros, si le Romain n'est pas joué, je démarre d'ici, je réponds par oui ou par non, je vais là, qu'est-ce qui se passe ? Non, peut-être, jusqu'à là et terminé. Exactement. Donc c'est très cadré, intelligence artificielle, mais humaine, puisque c'est nous qui allons suivre ce qui a marqué. Et on peut le faire pour chaque joueur. Donc vous pouvez jouer en solitaire face aux 3 autres factions. Alors ça a intérêt bien évidemment de vous aider à bien comprendre le mode de fonctionnement du jeu, qui n'est pas très compliqué comme on va le voir. En revanche, évidemment, ce sont quand même des mécaniques qui sont imposées. Oui, froides. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'aspect négociation, vous n'aurez pas l'aspect profondeur de réflexion, parce que lorsque vous jouez sur un jeu comme celui-ci, vous essayez quand même de calculer un petit peu plusieurs coups à l'avance, quelle va être votre stratégie. Là, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais déjà, c'est
assez exceptionnel, et moi c'est l'une des qualités profondes de jeu, de permettre en fait à quelqu'un de pouvoir s'intéresser, s'initier au jeu, d'en apprendre les rouages et de commencer à se perfectionner tout seul. D'accord. Avec un cadre imposé, puisqu'on peut toujours jouer un jeu oui, seul, on simule les contre, trucs, on joue contre soi-même. soi-même. Là, voilà, là il y a une mécanique de jeu qui répond. Donc ça c'est intéressant. Cette forme de non-joueur, tu la conseilles pour plutôt apprendre à jouer, apprendre à avoir. Mais est-ce que ça ferait quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de jeu? On se retrouve exactement dans le même contexte que celui d'une partie normale. D'accord. C'est-à-dire que dans une partie de Falling Sky, vous déterminez en fait la durée de la partie, comme on va le voir, par des scénarios, avec un nombre plus ou moins important de tours. Vous avez ensuite des conditions de mort subite. Donc, qui font que le jeu peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. Donc, une partie de Falling Sky, comme dans les autres séries Coin, ça peut durer 1 heure. Si vous avez quelqu'un qui tout de suite en fait prend l'ascendant et que personne ne se ligue contre lui, comme ça peut durer 8-10 heures. Si vous négociez, si vous allez au bout, vous prenez victoire au point. Ouais, c'est ça. Donc là, vous aurez la même chose. Mais là, l'avantage, c'est que si vous êtes 3 joueurs, vous pouvez très bien prendre en effet l'intelligence artificielle et vous la jouez du 4e. Et par exemple, vous prenez le romain. Vous êtes à 3 sur les Gaulois et vous jouez le romain. Voilà, comme ça, on considère qu'en effet, ce sera cette composante. Donc une souplesse dans la façon de jouer. On va rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet. Alors juste pour vous montrer, pour montrer les règles. Donc les règles, c'est une vingtaine de pages, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est pas 20 pages réellement de règles, puisque vous avez le détail de chaque faction. Donc vous pouvez très bien lire, bien évidemment, les 3-4 pages qui concernent l'ensemble des joueurs, et ensuite vous concentrer sur votre faction, puisque ici vous avez Germany Commands. Ici, ce sont les capacités spéciales des Romains, les capacités spéciales des Arverts. Donc ce ne sont pas véritablement 20 règles. Non, ça c'est pour éviter que vous tout de suite vous preniez peur. Là vous avez les scénarios. D'accord. C'est ce que tu as voilà, exactement. Il y a 3 scénarios. Ici on va montrer en fait la mise en place du scénario 53, qui est la grande révolte d'Ambiorix, avec ensuite Vercingétorix qui embraye. Vous pouvez débuter donc en 52, donc qui sera la partie la plus longue bien évidemment, ou en 54 qui sera la partie la plus courte. Donc vous avez 5, 4 et 3 tours de jeu. Donc c'est pour ça que vous avez une amplitude aussi de temps de jeu qui est assez importante. À vous de vous adapter en fonction du temps imparti. Après, une autre qualité des productions GMT dans l'ensemble, et puis dans ce jeu c'est vraiment intéressant, c'est ce qu'ils appellent maintenant les playbooks, c'est-à-dire le guide de jeu, le guide des jeux, des parties. Et là vous avez tout un tas d'informations, vous avez un début complet de parties qui vous permet tout de suite de vous immerger dans le jeu. Vous avez des exemples très détaillés de ce qu'on appelle les mouvements, de ce qu'on appelle justement les combats. Donc, et puis après, vous avez un détail des cartes, puisque c'est un jeu qui va se baser sur des cartes. Et bien évidemment, les notes du concepteur. Alors pourquoi il a fait ça, les choix. Et bien après, des stratégies de jeu. Alors là, c'est passionnant. Vous avez une cinquantaine de pages, avec après le détail de chaque carte. Alors pourquoi telle carte, à quoi ça a servi, ce qui s'est passé dans la vie. Bon, c'est vraiment du bel ouvrage. Et là, vous pouvez aller vraiment en profondeur dans l'étude de la mécanique et du jeu en tant que tel. Pourquoi du jeu et la façon dont ça a été pensé. Tu dis qu'on a mis en place le scénario 52. Non, donc, 53. 53. Donc, voilà. En 4 tours. C'est 3 tours. 3 tours le plus petit. 5, 4 et tout ça. Donc du coup, comment tu as fait la mise en place? Donc j'imagine que ça c'est un setup habituel, on pose les pions ici. Voilà, ça va nous donner déjà la trame pour expliquer un petit peu comment ça se passe. D'accord. Donc dans ce jeu, vous avez des grandes zones qui représentent en fait, essentiellement, qui couvrent essentiellement la France et la Belgique, avec la Provence ici qui est déjà occupée par les Romains. Donc c'est ce que je disais, c'était la Narbonnaise, c'est pour ça que c'est tout rouge. Avec un fort. Avec un fort qui est de toute façon installé. Vous avez donc les Germains de l'autre côté du Rhin, on en a parlé. La Grande-Bretagne qui est représentée par une région, et ensuite vous avez des grandes régions. Donc c'est un petit plateau, ce sont des grandes régions stratégiques, et dans ces grandes régions, tout le monde peut se retrouver pour faire la fête. C'est ça. Hein. On n'y croit pas des masses, mais vas-y quand même. Voilà, c'est pour ça que vous avez différents types de couleurs, sous contrôle ou pas. Voilà, sous contrôle ou non, et pour avoir le contrôle, faut-il en fait avoir le plus de pièces à sa couleur. Donc c'est très simple, donc c'est la raison pour laquelle ici, par exemple, vous n'avez pas de contrôle, puisque vous avez 4 pions verts, 4 pions bleus, de manière schématique, donc pas de contrôle. Alors c'est rigolo, tu as bien dit
Chaque pion, il n'y a pas Pion. simplement les armées entre Ouais, guillemets, voilà, c'est on ce va que l'on va considérer voir. les petites Ouais. armées, mais on compte aussi les pions ronds, Voilà, on compte c'est aussi ça. les forts. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, et le fait d'avoir le contrôle d'une région va permettre de pouvoir déclencher en fait certains effets de pouvoir activité, des capacités qui sont celles de votre camp. Donc, c'est très important. Et bien évidemment, bah, vous vous rendez compte que on a une vue quand même relativement aisée et claire de la situation sur le plan de jeu. Alors ensuite. L'autre élément important, c'est que nous allons avoir en fait cette piste ici qui correspond non seulement à la piste en fait des ressources, les ressources étant l'argent tout simplement que vous allez pouvoir dépenser pour pouvoir payer les actions, parce que tout ce que vous entreprenez évidemment se paye, ça a des coûts logistiques. Voilà, la modélisation est très simple. Donc si vous n'avez plus d'argent, vos adversaires sauront que vous ne ferez pas grand chose. Ouais. Donc c'est à vous de gérer votre trésor de guerre. Alors le Romain, vous voyez, il démarre à 20. Bon, lui, il a plein d'argent. Donc ça. C'est 20 thunes, ça ne correspond pas à la victoire, à sa victoire actuelle ou rien à voir. D'accord, super. Rien à voir. Et donc, comme je vous le disais, l'Arverne, l'Éduins, qui est plutôt en effet tourné commerce et contrôle politique, démarre à 15, et puis ensuite vous avez à 10. Vous avez les moins riches, donc les Belges et les Arvernes. D'accord. Alors après, les conditions de victoire, justement, elles sont vraiment mais totalement différentes d'un camp à l'autre. Okay. Alors, la plus simple, c'est le Belge. Le Belge, son objectif, lui, ça va être de contrôler en fait des territoires. Et vous allez avoir des chiffres, là, par exemple 1, 3, 2, 2, là, vous les voyez. Ouais. Et s'il contrôle la région, il prend en fait ces chiffres-là. Il prend ces chiffres qui correspondent finalement à une sorte d'hégémonie. Et vous lui ajoutez en fait, les tribus, car les pions ronds dont tu parlais tout à l'heure, ce sont en fait des tribus. Ça correspond à des villes, à des tribus alliées. Voilà. Okay. Donc, lorsque vous n'avez pas de tribus, ce sont en fait des tribus qui sont soumises à Rome. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, là, on parle de révolte. Hein. Donc, Rome est déjà en fait, Rome est déjà en Gaule, est déjà implantée. Et les tribus sont-elles encore semi-autonomes ou gallo-romaines ou soumises. Et puis celles qui se révoltent, c'est celles qui apparaissent et qui disent non, nous, on ne veut plus de Rome. D'accord. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, c'est le début du scénario, c'est la grande révolte des Belges, et en fait, ils sont à 15 et à 16, ils gagnent. À la fin du tour, s'ils sont à 16, ils ont gagné. Alors vous comptez, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, après vous avez 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et le patron, 16. Bref. D'accord. Je crois que oui, non, c'est ça. Et donc, parce qu'on peut évidemment éliminer aussi le chef. Le patron. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, en Burix. Ouais, non, mais c'est ça. 1, 2, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, 15, voilà, c'est ça. Non, lui, il compte pas. Lui, il compte pas. Mais en revanche, vous pouvez l'éliminer. On peut le tuer. Voilà. Et donc, le Belge démarre très fort à 15. Il est à 15. Donc là, le petit marqueur que tu as mis ici, c'est le marqueur, là, pour le coup, point de victoire. Ouais. Et là, je vois marqué Belgique Victory. Donc, il a un 16. Il a un point. Il démarre à un point. Oh, vache. Donc, il y a un tour pour calmer le Belge. En fait, c'est ça. Et ça, c'est en général le boulot du Romain. D'ailleurs, comme vous remarquez, le Romain, lui, il est pas en place. Il est là. Alors, en fait, c'est les Belges se sont révoltés contre les Romains. Ils ont commencé à cogner les Romains. Ouais. Mais vous avez des Romains avec justement des forts. Et puis après, on verra les autres types d'unités. Mais ça, c'est le Belge. Okay. Ensuite, vous avez par exemple l'Arverne. Alors, l'Arverne, lui, il a un objectif de victoire assez complexe à mener. Parce que non seulement il doit éliminer des légions. Alors ici, vous avez des légions en renfort qui peuvent apparaître en fonction du statut du Romain. Et ici, vous avez quelque chose avec le Sénat. Voilà, voilà, exactement, avec la position en fait du Sénat, c'est-à-dire avec les types de résultats qu'obtient César en fait en Gaule. Et ici, vous avez Fallen Legions. Alors Fallen Legions sont les légions qui ont été écartées, détruites, qui ont sauté par une carte, etc. Et lorsqu'en fait lorsque, donc ça c'est le Romain va devoir les remettre en jeu, mais lorsque l'Arverne arrive à 7 légions, donc là il démarre à 4, pourquoi ? Parce que vous avez 4 légions en dehors, donc qui attendent, voilà. Donc lorsqu'il est à 7, il a obtenu son premier objectif de victoire. Ça, c'est le premier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il bénéficie aussi des combats des autres. C'est pas à lui de détruire forcément les légions. Ouais. Mais plus on cogne sur le Romain, moins il est fort. Donc, forcément, plus ça bénéficie à l'Arverne qui, de toute façon, veut repousser les Romains. Et ensuite, il a autre chose. Et c'est ce qu'on va voir ici. Tiens, Germain, si tu peux partir. Non, mais tu penses qu'il va pas. Ah, si. Germain peut venir jusqu'à toi. Voilà. C'est juste pour montrer, en effet, les petits plans de jeu. Voilà. Merci, Germain. Donc, qui sont individuels. Oui. Là, vous avez ceux de l'Arverne. Donc là, vous avez tous les renforts que l'Arverne peut faire apparaître sur le plan de jeu. Et vous allez avoir ici, en fait, les tribus qu'il est capable de rallier. Donc, il démarre à 3. Pourquoi ? Parce que sur le plan de jeu, vous verrez que 3 tribus sont déjà vertes. Et il peut également construire des citadelles. Et ce qui se passe, c'est que le deuxième objectif de l'Arverne, c'est de réussir à mettre en place au moins 9 tribus ou citadelles. Donc lui, il a un double objectif. Alors, c'est pas simple. C'est-à-dire que pour le coup, c'est quasi impossible pour l'Arverne de gagner au premier tour. Parce qu'il est obligé de construire sa victoire. C'est sur du long. C'est sur du long terme. De la même manière, les Éduins, eux,
C'est aussi du long terme. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur condition de victoire, ces gens-là, leur condition de victoire, c'est d'avoir le plus de tribus ralliées ou de forts à leur couleur, donc bleu, que n'importe quelle autre faction. Donc que ce soit les Romains, que ce soit les Belges ou notamment les Arvernes, il faut qu'ils aient au moins un de plus. Donc si, et c'est pour ça qu'ici, ce petit marqueur vous dit que là on est à 6. Pourquoi? Parce qu'en fait 6, c'est le nombre, non même plus, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais on est à 7 là, on est à 7. C'est le nombre en fait de Belges qui sont alliés en fait, qui sont ralliés aux Belges. D'accord. Et là, il faut que lui soit plus il gagne à partir du moment où il est à 8. Donc lui aussi, ça va se construire dans la durée. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, en début de partie, c'est toujours le Belge qui mange. Parce que c'est de toute façon celui qui est le plus proche de son objectif. Et de toute façon, tout le monde a intérêt à le faire baisser. Donc ça, c'est l'objectif des Éduins. Donc ça se construit sur la durée. Okay. Et enfin, le Romain. Alors le Romain, lui, c'est pas compliqué. Il distribue des baffes à tout le monde. puisque lui, son objectif, c'est pas très loin de celui du Belge. C'est qu'il doit être à 16. En fait, de victoire. Non. Oui, enfin 16 points de victoire. En l'occurrence, il doit être à 16 tribus sur le plan de jeu qui ne sont pas justement révoltées. D'accord. Voilà, donc en fait, voilà, tu vois, il était ici. Alors là, donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah lui, il démarre à 14. Voilà, il démarre à 14. 8, 9, 10, 11, ouais, 12. J'en ai vu 12, mais j'ai dû en oublier. Non, mais ouais, il démarre à 14. Donc le Romain, il démarre à 14. Il est quand même assez fort, parce que son objectif de victoire est à 16. Ouais. Et lui, son objectif, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de disques qui apparaissent sur le plan de jeu. Ah oui. C'est pour ça qu'il tape sur tout le monde. Alors, il peut aussi aller chercher les Germains. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Romain, il peut aller faire un tour de l'autre côté du Rhin, cogner les Germains, poser… Pour libérer. Pour libérer. Donc, si ça saute, il peut faire sauter des tribus, il peut poser les siennes, parce qu'il en a ici, et il peut essayer comme ça de faire monter aussi son objectif. Mais c'est ce qui fait justement que, comme vous venez de vous en rendre compte, tous ces objectifs sont intriqués, mais ne s'obtiennent pas du tout de la même manière. C'est une sorte de balance à 4 plateaux. Si j'en enlève d'un côté, ça fait pencher de l'autre, voilà. etc. Et donc, il faut observer ce qui se passe. Okay. Alors, ça c'est donc vue globale. Pour vous montrer, vue globale, pour vous montrer aussi à quel point le jeu est riche dans son interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va faire quelque chose, vous n'allez pas en ce moment prendre le café en disant c'est bon, je reviens dans une heure. Non, il faut observer ce qui se passe parce que là, vous pouvez être amené finalement à changer vos plans pour réagir. Et donc, tout le monde interagit. C'est l'une encore des qualités de ce jeu, c'est que c'est une véritable interaction. On est vraiment là pour un esprit un peu jeu de plateau, même si c'est dans un contexte historique très fort. Alors après la mécanique, et ça comment ça joue voilà, et ça c'est ce qui est assez brillant, c'est que finalement ça joue de manière simple. On va avoir des cartes, on va avoir un paquet de cartes. Alors là on le mélange. Alors vous le prenez, filme-moi l'ambiance. Ah attends, je voulais. Ah oui, c'est pas grave. On va en montrer une n'importe laquelle. Voilà, vous prenez, bon, ok. Alors vous préparez votre paquet de cartes. Vous allez prendre des séries de 5 cartes. En fait, ça va se faire comme ça, c'est pour le jeu. Donc, on met 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et sur la troisième, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça on ne jouera pas, on ne le montrera pas. On met une carte hiver. Tiens, montre-moi la carte hiver. Qui sont toutes équivalentes, hein. Toutes équivalentes, c'est la même chose. Alors, la carte hiver, c'est celle qui indique en fait la fin du tour, donc la fin de l'année. D'accord. On la met, bien évidemment, dans le dernier. Tu me l'as arraché? Ouais, je te l'ai arraché. Hop, ici, c'est fait. On empile les cartes. 5, 10, 15 plus un 16, donc ça fait 16 entre guillemets 16, maximum tours avant que l'hiver ne débarque. Exactement. Donc vous ne savez pas quand l'hiver évidemment va tomber. Bien sûr, ça c'est pour éviter de prévoir trop facilement. Voilà. Là tu retournes les deux premières cartes. Celle-ci, la deuxième tu la laisses ici sur le dessus de la pile. Et la deuxième. Voilà, sur le deuxième. Voilà, exactement. Et ici, en fait, tout va se passer autour des cartes. C'est-à-dire que le tour de jeu, l'ordre du jeu, va se faire exactement à travers le code couleur et le picto indiqué. Donc, c'est-à-dire que là, le Romain aura la possibilité de jouer en premier, suivi de l'Éduin, suivi de l'Arverne, suivi du Belge. Le système de jeu est très simple. Seules 2 factions maximum peuvent jouer par tour. D'accord. Par carte donc. Donc par carte. Par carte, c'est une tour. Voilà. Ok. Donc là. Attends, 2, ça veut dire qu'eux, ils vont jouer, puis eux, ils se brossent. Alors, justement, eux vont être en attente. Maintenant, vous avez des événements qui se produisent et vous avez le choix entre soit activer votre faction pour pouvoir accomplir des actions, soit jouer l'événement. C'est ce qui va donner en fait de l'interaction, c'est ce qui va donner évidemment tout le sel historique, puisque là vous voyez il y a une carte qui s'appelle Cicéron qui peut apparaître, donc Cicéron notamment le grand ennemi politique de César. Mais vous voyez qu'au deuxième tour, l'ordre du tour sera modifié, vous aurez toujours le Romain en premier, bon ça c'est le hasard, mais ensuite ce sera l'Arverne, les deux c'est le Belge. Donc dans les deux cas en fait le Belge jouera en dernier. Alors comment ça va se passer maintenant lorsque on décide de jouer? Eh bien vous avez ici, Germain viens faire un petit tour. On vient au plateau de jeu. Viens faire un petit, voilà là, essaie de cadrer s'il te plaît cette partie là. Et là, vous avez les pions de chacun, puisque vous avez des pions donc, à la couleur de chaque faction. Donc, admettons que le Romain joue. Alors, il dit d'accord, je joue.
On va les mettre dans l'ordre. Donc le romain, ensuite c'est Les duins. voilà. Ça c'est l'ordre de jeu. Là le romain, il a le choix entre finalement 4 actions. Pourquoi? Parce que vous voyez 4 cases ici. 3 boîtes. Ouais, mais il y en a une quatrième qui se trouve juste en dessous. Il peut également passer. D'accord. S'il décide de passer, il récupère des ressources, donc il va Ok. pouvoir faire monter ici, donc un peu plus d'argent, et il restera éligible pour jouer à la carte d'après. suivante. Ok. Ça peut être très subtil parce que si la carte suivante vous intéresse en tant que romain, vous savez que vous êtes premier joueur. Donc vous pouvez vous mettre en attente. De toute façon, au tour d'après, vous reviendrez premier C'est joueur. toi qui auras le choix en premier. de faire Exactement. quelque chose. Donc vous pouvez prendre la carte. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça vous amène à planifier. Et comme vous voyez toujours la carte qui va D'après, venir, voilà. on a un peu de vision sur On a la un peu de suite. vision. Donc, et ce sera la même chose. Lorsque cette carte sera jouée, par exemple, elle viendra là, on retourne la suivante. Ah ben c'est encore le romain, Ah, la nanana, vache. etc. Et vous avez d'ailleurs, ça me donne l'occasion ici de le montrer, certaines cartes qui sont génériques, comme ça, Cicéron. Il y en a avec en fait 2 pouvoirs. Il y en a toujours un qui est favorable à certains camps et l'autre qui est défavorable. Donc de temps en temps, vous pouvez être amené également à jouer certaines cartes pour contrer l'effet défavorable que les autres pourraient venir récupérer. Putain, la vache. Ouais. Et j'en profite puisqu'on parle des cartes, je vais vous montrer aussi une carte qui s'appelle une carte Capability, voilà, qui sont la carte Capability. Voilà, celle-ci en revanche, quand vous les activez, vous les placez à côté de vous et elles ont en fait un effet durant le reste de la partie. Donc vous avez des cartes particulièrement puissantes. Mais pour tous les camps, hein, ça va dépendre évidemment du tirage. Oui. En revanche, forcément, ça risque de vous attirer des ennemis. Dans certains cas, vous pouvez vous retrouver à laisser filer une carte Pour pas que ça soit trop tirez-moi dessus. pour pas que ce soit Ouais. soit gros bill, parce que sinon tous les copains là vont vous tomber dessus. Et il y a 2-3 cartes qui sont vraiment particulièrement violentes. Alors on peut pas empêcher un joueur, bien évidemment, de la prendre. De la prendre. Mais en revanche, vous pouvez juste après dire au copain, ok, c'est bon, il a fait C'est ça. bon. Et alors là, on y va. Là, on y va. On le casse, parce que sinon. Et souvent, si vous le faites pas, d'ailleurs, vous perdez la partie. D'accord. Donc Juste, ça, c'est Guillaume, fait. je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Alors, 3 actions, Voilà. 3 boîtes, je choisis. Exactement. Je peux passer 4. ça fait 4. Tu as dit, je peux aussi utiliser l'action, enfin à la place de mon action, utiliser le texte. Exact. Donc ça, c'est les 5 possibilités Oui, que j'ai. alors le texte, en fait, on va le retrouver parmi les 3 D'accord, premières pardon. boîtes. Ok, C'est ça. je te laisse. Donc voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que lorsque, tiens voilà, on le lit. Il y a écrit donc Faction Command. La première, donc là, admettons que les Romains. Voilà, ils donc disent les d'accord. Romains, il vient là. Donc il peut choisir une action que l'on va détailler juste ensuite. Mais il y a écrit No Special Ability. Il n'a pas le droit d'avoir une capacité spéciale qui est liée à son camp. D'accord. Il peut également aller ici plus Special Ability. Donc il va faire un coup double. Il va avoir Ok. 2 actions. Et il peut venir ici justement pour jouer l'événement. D'accord. Donc l'événement de toute façon est lié à son choix. À son choix. Mais lorsqu'il l'aura fait, et c'est ce qui est intéressant, le bleu, en l'occurrence les duins, lui ne pourra, s'il veut jouer, parce qu'il peut également passer, Mhm. d'accord. Et donc dans ce cas-là, refiler la patate chaude, évidemment, à l'Arverne, qui est le 3e, ou au Belge, qui est le 4e, si le Arverne passe. C'est Ok. très simple. Mais les duins, dans ce cas-là, ne peut pas jouer Ailleurs. que à la suite du romain. Oh la vache. Donc le Donc, premier, non seulement choisit où Voilà, il va, et il va essayer de impose. forcer, et il va essayer de forcer. Mais alors après, il faut jouer à un moment. Donc, mais Oui. c'est tirage au cartes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, tout le monde a la même probabilité de jouer en premier. Hein. D'accord. Après, moi, j'ai fait des séries abominables où pendant 5 tours, 6 tours, on n'existe dernier. pas. Puis à l'inverse, les mecs sont en premier. Mais au bout d'un moment, à force d'être en premier, ça peut presque devenir un inconvénient. Mais bon. Mais après, tu reviens devant. Voilà, et plus la partie va durer, puisque on sait que les cartes des autres vont sortir. Mais là, ça veut dire qu'il sera obligé de jouer ici, donc il aura ce qu'on appelle, là, pour le coup, un limited command. Donc ce sera seulement, bon, on va l'expliquer, mais une seule région et non pas toutes les régions. Si jamais ici on joue, alors si jamais le Romain joue l'événement, là, pour le coup, c'est ce qu'on dit, hein, c'est open bar, allons-y. Hein, Toi, tu as fait l'événement, bon bah, vas-y, voilà, profite. voilà, là on y va, c'est Servoise et filles. Là on joue son commandement, on peut faire en plus une action spéciale, alors Ouais. on y va, on déboule. Mais c'est normal parce qu'il y a des éléments qui sont très forts. Ouais. Donc c'est fait pour contrebalancer. contrebalancer. Exactement. Et pour faire en sorte que tous les joueurs puissent de toute façon, bien évidemment, ne pas trop subir la position aléatoire le tirage aléatoire des Le cartes. tirage des cartes. Donc voilà, et ça c'est le cœur du jeu. D'accord, y est. on a gagné. Il y a rien de, il y a- On a gagné, on a fini. Juste, Alors. Guillaume, je sais que tu vas passer à la suite. Je me doute qu'il y a quelques petits points de détail maintenant sur les différentes actions. Ce que je veux juste bien comprendre, c'est que le Romain se place, il a passé, on va le refaire en Ouais. petite séquence. L'Arverne est venu ici. C'est ça. Ça, fin de la carte, puisqu'il n'y a Voilà, que 2 qui sont âgés. Alors. Donc ils viennent en inéligibles. À la fin du tour, ils sont inéligibles, comme je vous le disais, pour le tour suivant, puisque seulement 2 factions peuvent jouer par tour. Ça signifie ici que le bleu revient en jeu. Parce que je remontre la carte. Voilà, hein, donc c'est on passe Cicéron. sur la carte de 600, on retourne celle-ci. Donc c'est bleu-orange Donc d'abord. là, ce sera bleu-orange, on tourne la carte. Et au suivant, ce sera dans cet ordre-là. Voilà, ce sera dans cet ordre-là. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on va considérer que bleu, bon, joue, je sais pas, je fais n'importe Allez, quoi, vas-y, mais fais-le. joue l'événement. Ici, ça donne la possibilité aux Belges de tout donner
etc. Ils passent à leur tour inéligibles, et à Et ce eux moment-là, reviennent. ces deux-là reviennent. D'accord. Et on enchaîne. Et là, ce sera le romain. Jaune est inéligible, donc il ne peut pas jouer. On passe en fait ensuite au il bleu peut pas. inéligible, et en fait, voilà. Et là, on retourne, etc., voilà, etc. Juste petite précision, on a donc le droit de passer, mais sur les cartes, il y a quelques icônes, on n'en a pas parlé. C'est Non, parce que... en fait, ces pictos-là servent lorsqu'on joue avec l'intelligence artificielle. D'accord, donc Voilà. pour l'instant, on s'en occupe pas. Nous, on joue à 4. Nous, on joue à 4. Boum, on déboule les actions. Exactement. Ok, ça roule, je Alors, t'écoute. bah tiens, je te passe justement Allez. le lettre de jeu que chaque joueur aura entre les mains. Voilà, alors ça, c'est l'Arverne. Ok. Et vous voyez justement la structure du jeu de l'Arverne. Lorsque l'Arverne joue ces fameux, ce qu'on appelle les commands, c'est-à-dire voilà. les ordres, Ouais. il peut donc faire du ralliement, donc c'est-à-dire faire rentrer des troupes en jeu. Il va pouvoir marche, bah, c'est dans le titre évidemment. Allons-y. Il va déplacer des unités pour pouvoir commettre un certain nombre d'actions, pas forcément généreuses. Il peut même les cacher. Alors oui, on a des pions cachés, on va voir ça. Oh, excellent. Il peut effectuer des raids, c'est pour aller récupérer de l'argent auprès des autres ou pour les appauvrir. Et puis battle, il peut combattre. Et ce qui est très intéressant, Vas-y. c'est que par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, les special abilities, c'est ce que vous voyez ici en vert avec les petits plus. Ah, plus ça éventuellement si je l'ai. Exactement. Lorsque vous combinerez les deux, vous ne faites qu'une seule action. Vous décidez de l'action que vous faites. Vous pourrez par exemple faire un march plus entreat or devastate. Donc vous les avez ici dans les actions spéciales. Mais vous ne pouvez pas faire un march et ambush. D'accord. En revanche, quand vous faites un battle, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, notamment, on fait battle en bouche, on va voir pourquoi. Et ça veut dire que ça permet, on fait pas n'importe quoi, mais ça permet justement de bonifier le choix de notre action principale. Et donc, dans les activités spéciales, et là, ça c'est particulier à l'Arverne, il n'y a que lui qui sait faire. D'accord. On va avoir du entreat, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de récupérer de la popularité dans les régions, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est son objectif de victoire. Ouais. Devastate, alors ça c'est un truc qui n'a pas servi. La terre brûlée. Ah, c'est la terre brûlée. Alors, c'est la politique de la terre brûlée. C'est notamment pour en fait empêcher que les Romains puissent se déplacer parce que ça va avoir des coûts sur le déplacement du Romain. Donc là, c'est terre brûlée. Et ambush, ça c'est une particularité d'ailleurs des Germains et des Celtes, c'est que ça lui donne en fait la capacité d'avoir une grosse embuscade. Alors il peut l'utiliser contre les autres Celtes, Gaulois, contre les autres Gaulois, et surtout contre les Romains aussi, pour en fait lui mettre une grosse baffe avant que la machine romaine se mette en marche, parce que les légions romaines c'est quand même du très costaud dans le jeu, surtout quand vous avez le patron avec. Ouais. C'est dur. Et vous aurez la même chose. Voilà, avec en fait les autres factions. Donc par exemple ici les Éduins. Alors je ne vais pas revenir évidemment sur ce que je viens de détailler, enfin, ce que je viens d'expliquer. En revanche, les capacités spéciales des Éduins, c'est faire du commerce. D'accord. Et là, lui, il fait du commerce pour récupérer des sous, mais surtout, il faut qu'il s'allie avec le Romain, parce qu'il faut que son commerce passe en fait par la Provence. D'accord. Ou par, d'ailleurs, la Cisalpine. Si le Romain accepte, en fait, le Romain en bénéficie et les Éduins en profitent. D'accord. Donc vous voyez, vous avez déjà un peu un système d'alliance par rapport au fait de récupérer de l'argent. Suborn, ça permet en fait donc à l'Éduins de venir en fait soudoyer des tribus pour les récupérer, sachant que c'est son objectif du temps. Et lui aussi, il peut faire une embuscade. On revient sur les Belges, on terminera par les Romains. Alors les Belges, eux, c'est un peu plus violent. Enlist, ça leur permet de récupérer des troupes, mais surtout de venir en fait appeler leurs copains germains. Et là, il les active. Alors, donc, il active en fait les Germains comme si c'était les Belges, en leur disant venez les copains, on vous invite on vous invite pour une petite fiesta, et puis on va commencer à s'amuser. Et c'est comme ça qu'on fait rentrer aussi le loup dans la bergerie, parce que lors des cartes d'hiver, les Germains en fait redeviennent autonomes et ils tapent. Enfin, en fait, c'est ça. Ils tapent sur tout le monde. Ils tapent sur les gens qui sont autour d'eux. Donc cette capacité est très intéressante et en même temps peut-être double peine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a un revers qui peut être assez dévastateur, sauf si le Belge le joue très bien, c'est-à-dire en envoyant par exemple justement les Germains bien au sud, là, vers nos copains romains. Rampage, ça veut dire que là en fait ils essaient d'effrayer les autres pour les faire reculer, pour les faire disparaître, et puis toujours en fait cette capacité aux Gaulois qui connaissent un peu le terrain en fait. Exactement, donc ils tentent des grosses embuscades. Okay. Alors le Romain, lui c'est un petit peu particulier, donc il recrute, donc il recrute. Marche, c'est toujours pour se déplacer. Battle, on le connaissait. Battle, on connaît. Alors Seize, ça c'est une de ses particularités, c'est que en fait là il disperse, il ventile, il soumet mais violemment des tribus, et donc il va venir par exemple placer des petits pions comme celui-là. D'ailleurs ici, on va le voir là qui permet en fait de venir directement bloquer sur le terrain une tribu, voilà, par exemple les Vaisontes, paf, eux ils sont et ceux-là en fait dispersés. Et ceux-là en fait, les autres tribus gauloises ne peuvent pas les récupérer
immédiatement, il faut attendre la fin d'une année, c'est très complexe, c'est lourd, et en revanche, ça rentre toujours dans les objectifs de victoire du Romain, parce que c'est-à-dire qu'il soumet en fait les Gaulois. Donc ça, c'est cette capacité qui est propre aux Romains, et ensuite dans ses capacités spéciales, build, ça lui permet en fait de venir justement poser des tribus amis, des forts et des tribus amis surtout. Les tribus amis, c'est intéressant, et des forts, et les forts, ça permet, comme les citadelles chez les Gaulois, d'être beaucoup plus forts en défense et de tenir le terrain beaucoup plus longtemps. Scout, ça va lui permettre en fait de venir justement regarder un petit peu ce qui se passe chez les autres, car comme vous le voyez, les pions sont retournés, et j'en parle maintenant, et ils peuvent également être révélés. Et dans le cadre des embuscades, vous faites des embuscades lorsque vous êtes caché. Si vous êtes révélé, bien évidemment, vous ne pouvez plus faire d'embuscade, et vous avez également des inconvénients par rapport au jeu de certaines de vos compétences. L'intérêt du Romain avec ceci, c'est qu'il va envoyer ses auxiliaires qui sont là, les petits hexagones, il va les faire rentrer, et après, il va jouer en effet cette capacité scout pour retourner en fait justement des unités adverses et pour leur mettre un petit pion dessus, par exemple, et scout, pour dire je t'ai vu, je sais où tu es. Pas d'embuscade, mon bon garçon. Et bien là, plus d'embuscade. Et surtout, ça va empêcher, alors c'est valable pour n'importe qui, aussi les Gaulois, les Celtes, d'activer certaines de leurs justement capacités spéciales. Les légions romaines, elles sont super costauds et quand on veut les détruire, les carrés, les cubes, parce qu'il va falloir, on peut lancer un dé et elles peuvent résister en fait sur une chance sur deux de pas les détruire. Donc c'est pour montrer évidemment leur capacité au combat, ce qui est la même chose après pour les forts ou les citadelles en fait des Gaulois. Et on va avoir également la dernière chose, la dernière capacité spéciale pour le Romain, c'est justement la polyarchétique, besiege, l'art du siège. Ça veut dire que lorsque le Romain combat, eh bien qu'est-ce qu'il fait il détruit en fait automatiquement la citadelle romaine, où il détruit en fait directement l'allié du Celte sans avoir à jeter de dés. De toute façon, ce sera compris dans le résultat du combat. Donc vous le voyez, il y a une énorme richesse des actions. De choix, sachant que vous ne pouvez toujours en faire que un par tour, voire tous les 2 tours, parce que vous jouez une fois sur deux. Et c'est pour ça que le jeu, en fait, il faut avoir quand même une pensée un petit peu sur le long terme et un peu stratégique en se disant qu'est-ce qu'on fait. Alors, ce que l'on peut faire pour terminer cette présentation du jeu, c'est vous montrer un petit peu avec comment ça se joue, avec une carte, avec 2-3 cartes. Je vais juste, parce que du coup, moi je le découvre, c'est toi qui as découvert ce jeu et qui nous l'amène ici à Trick Track. Je tiens quand même à signaler, alors ça fait un petit peu complexe. De toute façon, le jeu, on s'y plonge. Ce n'est pas un petit jeu qu'on joue juste comme ça sur le bord d'une table. Je fais un petit zoom en disant c'est assez génial parce que tout a été prévu. Rien qu'en regardant ça, on me donne directement quel est le but de cette action. Alors après, au bout de quelques parties, je m'en occupe plus, mais voilà. Mais même, non, on y fait souvent référence. On n'a pas besoin de revenir dans la règle. Combien ça me coûte? C'est ça. Quelle est la procédure? Et éventuellement, je le montre ici, les éventuels points de règle, entre guillemets, si je veux aller vérifier où est-ce que c'est expliqué, comment ça marche. Voilà. Donc c'est quand même super bien fait, je trouve. C'est de la Rolls. Pour une mise en main, une prise en main, pardon, rapide. Mais c'est de la Rolls. C'est-à-dire que sur ce type de jeu, ils ont pensé à tout. Et ça fait vraiment plaisir. Alors par exemple, on est parti. On était parti avec le Mont Cévennes. Voilà, et puis avec Cicéron. Voilà, donc on est le Romain. Donc Romain. Voilà, donc donc là Romain, donc c'est Romain, Éluins, Arverne, belge. Voilà. Et là c'est l'ouverture. Alors ça c'est une ouverture assez classique. Free March. Donc, tu joues le Romain. Donc il y a une marche gratuite d'une région dans une région adjacente, les deux à une région de Provencia, donc d'ici. Et ensuite on exécute, on va faire un ordre de commande gratuit et un ordre spécial dans n'importe quel ordre, dans ou depuis la région où on allait. Donc, je sais pas, c'est pas bien pour descendre et lui péter dessus. Ça c'est bien. Après, il y a aussi quelque chose qui peut être assez intéressant, qui est de venir directement jouer, parce qu'on sait que derrière c'est presque notre copain. Comme je vous l'ai dit, l'Éduins, c'est quand même celui qui est le plus proche. C'est quand même celui qui est le plus proche du Romain, ne serait-ce parce qu'il est proche déjà du Romain. Proche du Romain, ça veut dire prendre des coups facilement. Mais surtout parce que s'il veut faire du commerce, s'il veut aller acquérir justement sa renommée et monter et faire baisser les autres, notamment en tribus alliées, il faut quand même que le Romain lui file un coup de main. Donc là, on peut considérer. Pas mal. Alors l'événement est pas mal, mais là, je pense que pour le jeu, on va jouer autre chose parce que justement, l'Éduins jouant en deuxième, on va lui permettre éventuellement de faire quelque chose. Là, on va peut-être avec le Romain aller directement chercher ce qui est le plus fort, c'est Command plus Special Ability. Allez. Voilà. Et là, on a le droit à tout. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est que ici, parce qu'il faut voir qu'en début de partie,
Le danger, comme j'ai dit, c'est le Belge, enfin sur ce scénario. Oh oui, bataille. Ah ouais, on va y aller. On va le venir, tatane. Et là, en fait, donc, il y a Ambiorix qui est quand même un gros costaud. Ouais. Et il va pas jouer tout de suite. Donc là, ce que peut faire le Romain, c'est tout de suite essayer d'aller Tataner un coup. Ouais, tataner un bon coup le Belge pour directement se mettre en action. Ça va servir ses intérêts, ça va calmer le Belge. Et de toute façon, c'est son copain bleu et de 1 qui joue joue derrière. Et là, on a le patron qui est ici avec en fait plein d'unités Ouais. qui peut faire plein de choses. Donc l'avantage de César, c'est que bon, il intervient évidemment en combat dans certains cas particuliers, mais surtout il peut faire en sorte que ces unités marchent non pas 2 régions, parce que ça c'est la force du légionnaire, c'est la force du Romain, il se déplace de 2 régions, les autres se déplacent de 1, c'est une question logistique, là on rentre dans les micro-détails, Ouais. mais lui il peut se déplacer jusqu'à 3. Donc en gros il fait le tour de France, hein, voilà, mais pas en vélo mais à pied, et il À peut galoche. très facilement en fait, aller en fait quasiment au nord de la carte en un coup. Donc là, si par exemple on décide de faire ça, on peut très bien dire que le Romain va marcher, D'accord. et s'il marche après, il y aura plus build hors scout. Sachant qu'au début, alors c'est vrai que ce que tu disais, c'est la bataille, ça va être un peu. Là, on pourrait avoir un combat, mais le combat ici, il n'est pas forcément à l'avantage du Romain parce qu'ils ne sont pas très nombreux. D'accord. Et Ça- là non plus. Et ici, Parce que là-bas, il y a des légions. ici, il y a 2 légions, mais le truc, c'est qu'il y a Ambiorix qui est en défense. Et Et il est le niveau costaud. du système, parce que je voulais qu'on en parle à travers un exemple de jeu, mais je ne sais pas si on l'aura tout de suite. Mais le système des combats est relativement simple. C'est que chaque en fait auxiliaire, enfin chaque petit hexagone gaulois inflige une demi-perte. D'accord. Chaque légion, donc les cubes, inflige une perte. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Lorsque on a un patron, notamment en Biorix, alors lui c'est l'inverse, on considère que ces guerriers sont survoltés, donc là ils infligent une perte par hexagone. Donc, par cylindre, donc là ça fait vraiment mal. C'est Ouais. le seul à pouvoir faire ça d'ailleurs, hein, D'accord. même Vercingétorix l'a pas. Ok. Et en fait c'est celui qui attaque qui va infliger les pertes, il va prendre aussi les pertes après en réponse. Donc ça peut aller assez vite. L'avantage des forts et des légions, comme les citadelles, c'est que vous lancez le dé. Et vous absorbez en fait les pertes sur Le 4, nombre. 5, 6. Non, sur Ah, 4, sur 5, 4, 5, 6. à chaque perte, vous l'absorbez. Alors c'est à vous de décider. Sinon, vous faites sauter par exemple un auxiliaire qui est un peu là pour prendre les pertes. Mais là, c'est vrai qu'au début, le but quand même de César, c'est souvent de se déployer, Ouais. de faire quelque chose. Et par exemple, ici, si on veut le jouer, pour qu'il se mette directement en position menaçante, on peut très bien prendre César. Alors, la Provence, on peut à la limite laisser les Arvernes y rentrer parce que Ouais. bon, ils vont s'amuser, ils peuvent nous gêner, mais on a le tour complet, on a une année complète pour revenir et faire le ménage si jamais l'Arverne le faisait. Mais ici, on prend par exemple César, Et lui, il se déplace et lui, de 3 cases il se avec déplace de César. 3, donc il fait 1, 2, 3. Il peut directement aller. Ambiorix, nous voilà. Et c'est un petit peu ça, ouais, c'est un peu l'idée. Il peut aller directement se passer en position centrale. Donc par exemple, on va le prendre, donc on Vas-y, prend le vas-y. patron. Allez, tout le monde monte. Voilà. Allez, allons-y. Hop, on y va. Et ça Alors coûte là, 2 par région Voilà, d'origine. Donc c'est là, ça. on perd 2 ressources. Là, on perd 2 ressources. Et là, on va Bim. baisser de 2. On paye. Et puis, bon, on laisse un auxiliaire Ouais, au cas histoire où. qu'il Mais voilà. encaisse, Et puis, quoi. voilà. Mais là, on monte tout le monde. Sachant que ce qui est intéressant, et là encore dans les micro règles, ici, je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 auxiliaires. Ouais. Et en face, il y a 4 auxiliaires jaunes. Pour mener une embuscade, il faut avoir plus d'auxiliaires non révélés. Ouais, donc là. Donc là, on se met en plus à l'abri de n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire Ambiorix qui rallierait des troupes ici, qui après préparerait un coup, parce que souvent donc ça se prépare. Ouais. Donc là, en plus, on se met à l'abri. C'est-à-dire que s'il fait ça, il perd le contrôle parce qu'il va ramener au moins tous ses gars. Donc ce sera 1 contre 4. C'est-à-dire que ça saute, ça passe sous contrôle romain. Donc vous voyez, vous avez des mécanismes qui s'enclenchent. On a fait notre marche Ouais. ici, donc c'est très bien. Alors là, on explique clairement aux Belges qu'on va venir lui casser la tête. Hein. Je pense qu'il faut pas réfléchir. Alors on aurait pu avoir une autre ouverture. Hein. On aurait pu aller directement taper Casser, de l'Arverne. voilà, de l'Arverne en allant. Bon. Mais là, bon, le Romain a décidé que le danger c'était le Belge, donc il monte. Et ensuite, comme il a pris en fait Special Ability, Ouais, il peut faire un eh ben, build de il scout. peut faire un build ou un scout. Alors on ne peut construire qu'un fort par région, donc c'est déjà fait. Alors ce qu'il peut faire justement, c'est du scout. Et là, bah, par exemple, tu vois, on va l'appliquer. Donc any regions with auxilia, donc c'est indiqué Ouais. avec, donc il y a des auxiliaires, donc c'est le cas. Et On donc, bouge un auxiliaire. alors là, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut bouger des auxiliaires pour pouvoir en fait le faire. Donc, par exemple, on pourrait envoyer lui ici, parce qu'il faut être à une case de César. Donc là, c'est le cas. Mais on peut aussi les laisser sur place. On les révèle et là, en fait, on scoute tout le monde. C'est ça. Donc là, alors là, par exemple, ici, paf, on se révèle. Jusqu'à 2 warbands Voilà. se mettent un scout marqueur. Voilà. Alors ici, eux, ils sont révélés. Clac, ça c'est fait. Ici, c'est la même chose. On considère qu'ils se déplacent. On en révèle un. Voilà, c'est pour vous montrer, hein, mais l'efficacité que ça peut avoir.
Il faut qu'on m'emmène un auxiliaire dans chacune de ces régions, par contre. Ouais, mais ils se déplacent dans la région. En fait, on considère qu'ils ont bougé dans la région. D'accord. Mais on les a révélés en revanche. Oui. Hop, ici, on ne peut pas faire mieux de toute façon. Et là, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant sur ce type de mouvement, c'est que la capacité, et là, on va le faire sur 2 pour justement révéler tout le monde. Tout le monde alors, eux, ils vont tous être révélés. En plus, on va savoir où ils sont. C'est-à-dire que maintenant, la capacité justement d'embuscade est réduite à néant. Elle est réduite à néant. Sachant que vos histoires de scat, là encore dans le détail, pour pouvoir s'en défaire, il faut se déplacer. Donc il va falloir que le Belge fasse une marche et il fera sauter juste le scat, mais il ne pourra pas à nouveau se cacher. Alors que dans la règle, lorsque l'on est révélé, dès qu'on se déplace, même dans sa région, on se cache à nouveau. Là, ça va se faire en 2 temps. D'accord. Là, ça veut dire que, vous voyez, ça c'est typiquement un exemple où là, le Belge, il commence à avoir des sueurs froides. Parce qu'il ne peut plus faire d'embuscade. C'est-à-dire que s'il veut combattre ici, il ne peut plus faire d'embuscade. Ensuite, il est complètement révélé. Là, il y a César qui est arrivé. Et là, il sait qu'il va prendre une énorme rouste dans deux cartes. Donc maintenant, celui qui va jouer en second, c'est notre copain Léduins. Admettons qu'il le fasse. On va dire qu'il le fait parce que de toute façon, ici, il jouera. Il peut jouer en deuxième. Il jouera encore après Larverne, comme on voit. Donc, c'est pas forcément intéressant. Et Larverne va peut-être essayer de le bloquer. Donc, bon, il y va. Et là, en fait, il va jouer. Alors, tu prends, Léduins. On va prendre Léduins. Voilà. Et lui, alors là, malheureusement pour lui, c'est un limited. Ok. Voilà. Donc il peut rallye, marche, raid, battle. Voilà, c'est ça. Donc il ne pourra pas faire, ça, par exemple, sa capacité spéciale de commerce. Voilà. Donc, on peut faire un raid. Alors si tu veux, on va voir comment ça se passe. Ça coûte 0 ressources. Voilà. On révèle 1 ou 2. Alors, on peut le faire que dans une seule région parce qu'on est en limited. Donc on va le faire ici contre. On va le faire ici contre Larverne. Donc donc on en révèle 2. On s'en fout. Hein, c'est pas grave. On révèle nos 2 Gugus. Et pour chacun, on prend plus une ressource ou on prend une ressource à la faction qui n'avait pas de citadelle ou de fort à cet endroit-là. Voilà. Donc là, le vert, il s'en prend 2 dans les dents. Voilà, paf. Et nous, on s'en prend plus 2. Ouais, c'est pas mal. Non, on lui retire. On take. Ouais. Ah oui, d'accord. On lui reprend. Voilà. Ouais, on lui prend, mais on les prend pas nous. C'est pas du plus 1. C'est pas du plus 1, on lui retire. Ah, et là, on a calmé Larverne parce qu'il passe de 10 à 8. Et le Belge. Alors le Belge, il a été calmé par le Romain. Et là, en fait, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a calmé Larverne, on prépare pour éviter que Larverne, bien évidemment, on soit sa victime expiatoire assez rapidement, puisque, comme vous l'avez compris, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et donc, Larverne, il va falloir un moment qu'il décide peut-être justement lui de faire ce qu'on avait vu, c'est-à-dire lui-même un raid ou d'aller essayer de récupérer de l'argent avant de se mettre en action. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un jeu qui est particulièrement riche. Vous allez vous adapter en permanence à ce que font les autres. Là, ces 2-là partent en fait dans la case des inéligibles. Et la carte suivante, alors on passe. Cicéron va venir ici. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, le premier à jouer, ce sera Larverne. Ensuite, le Belge. Donc, bien évidemment, vous avez un tour. Pour essayer de vous remettre. Alors là, Larverne, il peut faire un certain nombre de choses. Il peut décider, par exemple, justement, d'aller détruire la Provence, parce que c'est la Provence en fait ici, pour pouvoir semer la zizanie, notamment sur les arrières de Rome, parce que, et ce sera le dernier point, lorsque l'hiver arrive, il n'y a pas que les Germains qui se mettent en branle, il y a également en fait une phase logistique qui fait que si, notamment, le Romain n'a pas en fait une chaîne logistique vers en fait l'Italie, il subit en fait des pertes par attrition et ce sera également la même chose s'il n'a pas de logistique dans les régions qu'il occupera. Alors les forts vous aident, mais sinon il y a tout un tas de personnes qui doivent revenir en Provence, sinon ils sont détruits. Les légions qui seraient éventuellement détruites comme ça viennent là-dedans, donc ça bénéficie à Larverne. Donc il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Ça ne concerne pas en revanche les Gaulois qui eux vivent sur le terrain chez eux. Donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On ne fait pas complètement n'importe quoi, surtout quand on est romain. Mais quand on est romain, on a quand même une grosse mécanique pour pouvoir s'imposer. Faut la huiler. C'était Falling Sky, la présentation. Vous vous doutez bien qu'à 2, on ne jouera pas avec l'intelligence artificielle. The Gallic Revolt Against Thither chez JMT Games. C'est un volume 6 dans le système Coin. On en reparlera. C'est un jeu de Volko et Andrew Runke. C'est encore mieux à 4, mais on peut y jouer tout seul. Et puis 180 à 360 minutes quand on n'a pas peur de faire la partie complète. C'est disponible, c'est de cette année, Falling Sky. C'est un jeu de 2016. Donc, pour tous ceux qui aiment justement les jeux aussi… les Warto, les jeux compétitifs. Historiques, et là, asymétriques. Là, voilà, on a la totale. Merci Guillaume. Merci à toi. C'était le X-Rule numéro 16, Falling Sky. Que vous soyez plutôt celte ou poivre,
peu importe, le jeu est peut-être pour vous, vous en avez suffisamment, ne rigole pas. Et en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes parties. À bientôt. Re